Salutations maternelles à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Bienvenue à l'émission. Voici mon problème avec Papa André, que je salue. Bonjour Papa André. Bonjour Maman Régine et bonjour à tous nos chers auditeurs. Alors, aujourd'hui, on va parler d'éduquer pour combattre les fléaux des violences faites aux femmes. En effet, oui. Vous avez la parole pour l'exposer. Je vous remercie. Alors, voici pour tout commencer notre première question pour entamer ce thème, éduquer pour combattre le fléau des violences faites aux femmes. Que faut-il entendre par les violences faites aux femmes? En psychologie, le terme des violences désigne tout comportement ou attitude d'un sujet contre une autre personne. La violence, c'est la maltraitance qui peut être physique ou psychologique. On parle parfois des mauvais traitements, on peut parler des enfants maltraités, ou de brutalité sur le plan de la vie conjugale, femmes battues, ou même une action, le terme peut désigner une action criminelle pouvant aller jusqu'au viol et au meurtre. En cas de violence, le plus fort, donc entre individus ou deux groupes, le plus fort physiquement ou moralement fait subir sa brutalité au plus faible. Ainsi donc, les violences faites aux femmes désignent les violences domestiques qui peuvent comporter des coups reçus, donnés, administrés à la femme notamment, des insultes, l'indifférence, parfois malheureusement le viol conjugal, ça peut aller jusqu'au meurtre. Le harcèlement ou agression sexuelle, viol, avance sexuelle envahissante et non désirée, harcèlement sexuel dans la rue, cyberharcèlement, etc., etc. Ça peut signifier aussi le mariage précoce et forcé. Ça peut signifier le sexisme, ça veut dire la discrimination sexuelle à l'égard de la femme en général dans les milieux professionnels ou culturels. Les mutations génitales, ça peut désigner aussi les mutations génitales, notamment l'excision. À travers le monde et dans toutes les cultures, la femme et la jeune fille ont souvent été victimes des actes de violence qui peuvent être tolérés, voire encouragés et institués. Pour nous en convaincre, voici quelques statistiques qui devraient nous faire froid dans le dos et nous interpeller. Il semblerait que 35% des femmes dans le monde ont subi au moins une fois dans leur vie des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou bien des violences sexuelles de la part d'une autre personne, même une inconnue. Chaque jour, environ 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille à travers le monde. On estime que sur les 87 000 femmes qui ont été intentionnellement tuées en 2017 dans le monde, plus de la moitié l'ont été par un partenaire intime ou un membre de leur famille. En 2019, 20% des femmes ayant entre 20 et 24 ans s'étaient mariées avant l'âge de 18 ans. Donc, mariage des mineurs. Cette situation est particulièrement préoccupante en Afrique subsaharienne où le risque de mariage d'enfants est le plus élevé. Le mariage des filles et mineurs met fin à la scolarité de ces dernières, les exposant ainsi davantage à la vulnérabilité sociale. Il semblerait que dans la même année 2019, environ 200 millions de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales, notamment en Afrique de l'Ouest, où plus de 90% des femmes âgées de 15 à 50 ans ont été excisées. Dans le monde, environ 15 millions d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans ont été forcées d'avoir des rapports sexuels, donc des viols. Dans beaucoup de pays sous-développés, le nombre de filles scolarisées est nettement inférieur à celui de garçons. Dans notre pays, la RDC, il semblerait que 1152 femmes seraient violées par jour, soit environ 48 viols par heure.
Malheureusement, tous les cas de viol ne sont pas dénoncés à l'autorité compétente. Les victimes craignent les représailles et la stigmatisation. Dans certains cas, on a noté que des femmes violées sont répudiées par leur mari et maltraitées par l'entourage comme si elles avaient voulu le malheur qui leur est arrivé. Une jeune fille est connue comme avoir été violée, aurait peu de chances de se marier. Alors, lorsqu'on est victime de viol, on pense qu'il vaut mieux se taire plutôt que de s'exposer à toutes ces sanctions sociales. Mieux vaut se taire qu'aller provoquer la foudre des sanctions sociales. Deuxième question, quelles peuvent être les causes d'un tel fléau? Grosso modo, on peut identifier 3 types de causes à l'origine des violences et des discriminations contre la femme. Premier type de causes sont les causes physiques ou physiologiques. La première cause de la violence dont la femme est souvent victime serait à rechercher dans les différences physiques entre l'homme et la femme. De manière générale, l'homme est physiquement plus fort que la femme. Selon la psychologie évolutionniste, dans les rivalités concernant l'accès aux ressources naturelles, lesquelles ressources permettent à qui en possède de pouvoir survivre, eh bien, dans ces rivalités, la balance se penche naturellement du côté du plus fort. Dans cette perspective, les relations interpersonnelles ou sociales sont toujours tissées selon le rapport des forces. Depuis la nuit du temps, la société a toujours été organisée sur le mode de rapport des forces. Par conséquent, dans ses relations avec la femme, l'homme s'est toujours arrogé la part du lion, puisqu'il est physiquement le plus fort. Donc l'homme est physiquement plus fort, il prend le dessus sur la femme. Deuxième type de causes sont les causes culturelles et structurelles. Dans beaucoup de cultures, comme chez nous les Bantous par exemple, la femme est souvent défavorisée par rapport à l'homme. On peut faire un exemple du fait qu'il revient à l'homme, dans nos cultures en tout cas, de devoir payer la dot pour le mariage. Eh bien, l'homme s'arroge des droits pouvant faire de lui un véritable despote. Il peut avoir le nombre de femmes qu'il veut, maltraiter, tabasser sa femme sans devoir rendre compte à qui que ce soit. Il peut répudier sa femme à volonté. En outre, le ménage et les soins des enfants sont essentiellement réservés à la femme. Jusqu'à nos jours, dans beaucoup de familles, surtout dans des milieux peu urbanisés, on favorise la scolarisation des garçons au détriment de celle des filles, puisque, pense-t-on, la fille devra tôt ou tard se marier et aller commencer une autre famille, dans un autre clan, alors que le garçon, lui, doit perpétuer la famille. Donc, privilège accordé aux garçons pour cette raison-là. Un autre exemple, s'il vous plaît. Il n'est pas rare que dans une entreprise, un homme et une femme ayant une même qualification, même échelon ou grade, même ancienneté, reçoivent un salaire différent, cela en faveur de l'homme, et ainsi de suite. Bref, la société est organisée de façon discriminatoire aux dépens de la femme. C'est cela le sexisme, qui est aussi une forme de violence dont souffrent beaucoup de femmes. Troisième type de cause, les causes psychologiques. Sur ce plan, il faut considérer que se comporter envers un être humain, femme ou homme, se comporter donc avec violence de façon répétitive, si bien que l'autre en est avili, chosifié même, cela relèverait de la psychopathologie. La maltraitance à répétition de son semblable est un symptôme d'un esprit profondément troublé. C'est à cause des blessures intérieures qu'on est incapable d'avoir de la considération envers autrui, en le réduisant au rang d'un objet de plaisir ou tout simplement un moyen pour atteindre ses objectifs. Cependant, il peut s'agir également des traumatismes psychologiques dont souffrirait la femme
Des traumatismes qui amèneraient la femme donc à opter pour un style de vie qui la prédispose à se laisser exploiter ou chosifier par les hommes. La paresse, l'amour de la facilité, la peur de se prendre en charge et d'assumer sa liberté, etc., etc. Ainsi donc, un homme qui maltraite ou chosifie une femme montre par là qu'il a des problèmes psychopathologiques. De même aussi, une femme qui se comporte de telle manière qu'elle s'expose à sa propre chosification, elle montre elle aussi un certain déséquilibre psychologique. Troisième question. Comment combattre ce fléau? Nous pensons que c'est par l'éducation qu'on peut lutter efficacement contre le fléau que représentent les violences faites aux femmes. Il faut éduquer aussi bien l'homme qui exploite et maltraite la femme que la femme qui est victime et qui, dans beaucoup de cas, se prédispose en quelque sorte à la maltraitance. L'homme doit être éduqué au respect de la femme et la femme à se faire respecter, à se prendre en charge. Concrètement, comment éduquer au respect des droits de la femme? Sur le plan typiquement psychologique, nous pensons que pour bien éduquer au respect des droits et de la dignité de la femme, il convient de prendre en considération le rêve le plus archaïque, celui qui se trouve au plus profond du psychisme de toute femme. Ce rêve est celui d'être épouse et mère. Toute femme, même celle qui, pour une raison ou pour une autre, a renoncé au mariage et à la maternité biologique, eh bien, toute femme, au plus profond d'elle-même, eh bien, elle a ce désir de devenir épouse et mère. Une telle conception des choses, nous la devons à la psychanalyse freudienne. Selon Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, la période cruciale de la formation de la personnalité est celle qui va de l'âge de 2-3 ans à 6-7 ans. Pendant cette tranche d'âge, dans le meilleur des cas, la fillette est amoureuse folle de son père qu'elle veut posséder et garder pour elle seule. Mais ne pouvant réaliser ce désir incestueux à cause de la présence de sa mère, elle renonce alors à la possession du père, tout en gardant le désir d'être comme sa mère, afin de jouir tôt ou tard des faveurs du même père. Son désir le plus ardent alors est donc d'être comme sa mère, c'est-à-dire épouse du père désiré et mère des enfants de ce même père. Dans cet ordre d'idées, l'équilibre psychologique et l'épanouissement de la vie de la femme dépendent de la manière dont celle-ci, la femme donc, accepte de jouer ce double rôle, épouse et mère. Pour toute femme psychologiquement normale, être épouse implique être amoureuse d'un homme qui soit fort et affectueux, qui protège, sécurise, rassure et assure l'avenir. Et être mère implique être tendre et affectueuse envers les enfants eus de son mari, les élever comme des êtres chers et les aider à parvenir au bonheur d'être à leur tour père ou mère. Par conséquent, éduquer une femme, c'est l'aider à assumer ce double rôle. De même aussi, éduquer l'homme à respecter la femme, c'est l'aider à se comporter de telle manière que la femme soit véritablement à mesure d'assumer son double rôle, épouse et mère. En tant qu'épouse, il faut considérer que la femme a des devoirs, mais aussi des droits par rapport à son mari. Elle a le devoir de respecter son mari et de le considérer comme le chef de famille. Le devoir de s'occuper de lui, le devoir de veiller à ce que le mari soit en bonne santé, le devoir de prendre soin d'elle-même, je dis bien, la femme a le devoir de prendre soin d'elle-même pour que son mari ne soit pas tenté d'aller chez d'autres femmes. Le devoir d'accepter de donner des enfants à son mari, etc., etc. Par rapport à son mari, la femme a le droit d'être aimée
entretenu et respecté, le droit d'être protégé et assisté en cas de besoin, le droit d'être consulté et écouté pour les prises de positions importantes concernant la vie du couple, la vie de la famille, etc., etc. Qu'en est-il alors du respect de la femme en tant que mère ? En tant que mère, la femme contribue très efficacement à la vie de famille et de toute la société. À ce sujet, elle garde, pour tout commencer, n'est-ce pas, elle garde et protège l'enfant, et donc la vie, pendant 9 mois dans son sein, au plus secret de son être. Elle nourrit de son propre lait l'enfant, et donc la vie, pendant plusieurs mois après la naissance. Et avec patience et tendresse, elle lui apprend à aimer et à se laisser aimer, à avoir confiance en lui-même et dans les autres. Elle lui apprend surtout à entrer progressivement dans la vie adulte. Tous les savants du monde et de tout temps se sont toujours mis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de société sans éducation. Prenez sociologues, anthropologues, pédagogues, économistes, philosophes, psychologues, etc., etc. Eh bien, tout le monde est d'accord que l'éducation est la base de toute la société, de toute société. C'est l'éducation qui rend possible la vie sociale. L'éducation est la voie obligée qui amène à la civilisation. Alors voici ma question. Sur le plan typiquement psychologique, qu'est-ce qui rend l'éducation possible ? L'éducation rend la socialisation possible. Alors qu'est-ce qui rend l'éducation possible et par conséquent la socialisation, la civilisation, etc., etc. Si par l'éducation, ils font entendre d'une part la transmission à l'enfant des valeurs morales, patriotiques et chrétiennes, et d'autre part, l'apprentissage à l'enfant de la mise en valeur de ses talents pour son bien, celui de toute la société, alors il faut reconnaître que la mère est celle qui a le noble devoir de poser la première pierre dans l'émergence chez l'enfant du sens de l'amour pour soi et pour autrui. C'est l'amour inconditionnel de la mère qui fait découvrir à l'enfant la beauté de l'amour, la beauté de la vie, la gratuité de la vie et même de la société. La beauté d'être avec les autres, comme les autres et pour les autres. Et cela dès la naissance, sinon bien avant la naissance. C'est seulement plus tard, vers l'âge de 3 ans environ, que le père prendra pour l'enfant de l'importance affective. Le père n'est important pour l'enfant sur le plan affectif qu'autour de 3 ans. Le propre du père est essentiellement de faire découvrir à l'enfant le sens du devoir et de limite, le sens du mérite, le respect du bien commun, le sens de l'abnégation et du sacrifice, le sens du travail bien fait, cela grâce à ce qu'on appelle l'amour conditionnel du père. Donc, l'éducation de l'enfant et de toute la société est possible grâce à l'amour inconditionnel de la mère qui sera complété par l'amour conditionnel du père. Et comment alors la femme doit-elle exprimer son amour inconditionnel à l'enfant ? Une mère psychologiquement équilibrée doit avoir ces 3 caractéristiques. Primo, elle doit être suffisamment bonne. Ici, on insiste sur l'adverbe suffisamment, c'est-à-dire elle ne doit être ni déficitaire, ni excessive dans les soins et l'affection envers l'enfant. Secundo, elle doit être une sorte de base sûre qui permet à l'enfant
d'explorer l'environnement sans anxiété ni inquiétude. La mère est une base sûre. Ça veut dire c'est la source de l'assurance, de la sécurité affective pour que l'enfant puisse s'intéresser au monde extérieur, découvrir des choses nouvelles, apprendre à s'insérer dans la vie, dans la société, tout en sachant qu'il n'est pas seul, il est soutenu par la mère. Mère, base sûre. Et enfin, tertio, elle doit se comporter de telle manière que l'enfant acquiert progressivement son autonomie, surtout sur le plan psychologique. Cette acquisition lente, progressive de l'autonomie est ce qu'on appelle en psychologie la naissance psychologique de l'enfant. L'enfant doit apprendre à être autonome dans la prise d'initiative, dans la créativité et dans l'orientation de sa vie. On comprend alors facilement que la femme ne peut parvenir seule à cela. Elle doit être aidée par le mari, la famille et même par des structures macro-sociales. On comprend aussi qu'une femme malmenée, maltraitée, marginalisée, discriminée et chosifiée est littéralement incapable de donner convenablement de l'amour à son enfant. On comprend surtout l'adage « éduquer une femme, c'est éduquer tout un peuple ». Et par ricochet, dénigrer et chosifier une femme, c'est détruire tout un peuple. Enfin, quelques questions que je vous propose, questions d'autocritique. Si on pouvait se poser de telles questions, s'il vous plaît, et si on veut le partager, comment je me comporte pour vivre dans la dignité et l'autonomie, moi qui suis une jeune fille, une jeune dame, bref, une femme. Comment je prépare mon avenir? Est-ce que je me laisse influencer par la mode, par tout ce que mon entourage me fait miroiter, n'est-ce pas? Valeurs et surtout anti-valeurs. Est-ce que je crois en tout ce qui m'est proposé? Est-ce que je me laisse attirer par la vie facile? Vendre mon corps au lieu de travailler et gagner ma vie dans la dignité et le respect de ma personne, de mes valeurs, de mon corps? Comment puis-je concevoir que je traite la mère de mes enfants, homme que je suis? Comment puis-je concevoir que je traite la mère de mes enfants avec si peu d'égards? Enfin, comment expliquer que, malgré mes diplômes d'université, dans mes relations avec ma femme en particulier, et avec toutes les femmes en général, j'ai tendance à me référer aux coutumes de mes ancêtres comme si la culture était quelque chose de très statique. Ce que nos ancêtres faisaient de cela 200 ans, 500 ans, moi je dois me référer obligatoirement, que cela soit peu constructif ou même, disons surtout dans le cas où les choses ne sont plus fonctionnelles, est-ce que je suis obligé à m'attacher obstinément aux coutumes de mes ancêtres, même si cela ne correspond pas vraiment à ce que je crois en tant que chrétien, etc., etc. Voilà, bien chers auditeurs, le peu que j'ai préparé pour notre partage d'aujourd'hui. Mois de mars, mois consacré à des réflexions, n'est-ce pas, sur le respect des droits et de la dignité de la femme. Je vous remercie infiniment. Merci, Papa André et Tandala. On va écouter ces cantiques femmes africaines. On se retrouve juste après pour les questions. L'homme modélé avec la graisse du sol est tiré la femme, la femme, la femme, la femme. Honneur à toi,
Merci pour ces beaux cantiques Femmes africaines exécutés par Marthe depuis Togo. C'est un cantique togolais. Merci à vous qui nous suivez de partout à l'est du pays. Merci à vous de nous capter sur 107.6. Nous sommes à Goma, fréquence de Goma. Bukavu de fréquence 94.7 et 97.0. Kananga 95.3. Kinshasa, Brazzaville, vous nous captez sur 89.9. Merci également de nous suivre à travers la radio-télévision diocésaine Guizani, Boma Mwanda sur 98.8. Vous avez la parole, chers auditeurs de Radio Maria, après avoir suivi cet exposé sur les violences faites aux femmes. Nous sommes pendant le mois de la femme qui tend déjà à sa fin. Appelez-nous pour poser vos questions 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364 et au 09 98 23 97 23. Vous nous écrivez au 081 99 66 098. Bonjour Papa André, Maman Régine, merci pour cette émission. Une question à Papa André, comment guérir de ces mal qui a comme origine violence ou viol, Papa André, car je suis victime de cela. Merci beaucoup. De façon, on va dire, générale, il faut que des mesures soient prises pour éduquer les gens en famille, à l'école, dans nos assemblées chrétiennes, croyantes, disons ça comme ça, éduquer à respecter l'autre, quel que soit son sexe, et éduquer au respect de l'autre comme une valeur en soi. C'est ce que nous avons essayé de proposer. Si on est concerné en première personne, on est victime de ces violences-là, il faut avoir le courage de se faire accompagner, parce que ça blesse le psychisme, ça blesse l'individu dans son amour propre, dans sa dignité, et ça peut être à l'origine de beaucoup de difficultés dans les relations de l'individu avec lui-même, avec les autres. Il faut aussi avoir parfois, si dans la mesure du possible, avoir le courage de demander l'aide des autorités compétentes. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre nos murs et que l'on tait, passe pour des raisons plus ou moins soutenables. On refuse le représailles, on a honte d'être stigmatisé, alors ça peut faire en sorte que au lieu de dénoncer, on se tait pour ne pas empirer la situation. Mais dans la mesure du possible, cherchez une assistance sociale, cherchez un avocat, réclamez vos droits d'être respectés et reconnus dans vos valeurs. Mais sur le plan de la guérison intérieure, on peut s'adresser à un psychologue, à son pasteur, pour voir comment réparer sur le plan psychique, spirituel, les dégâts, les traumatismes qu'on a subis. C'est un peu ça, maman. On va prendre aussi un autre message. Bonjour Papa André, bonjour Maman Régine. Que dire à un mari qui n'a que des paroles méchantes vis-à-vis de sa femme? La femme a déjà tout fait pour réparer les choses, mais le mari ne cesse de répéter que c'est comme ça que la femme doit être traitée, avec beaucoup de rigueur et surtout des injures, parce qu'elle n'écoute pas. Lorsque un mari vous rappelle tout le temps cela, ça fait mal, papa, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se comporter? Je me suis mariée à l'âge de 25 ans, mon mari avait 30 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans et lui il a 35. J'ai du mal à accepter cette situation. Au départ c'était facile, mais là je me rends compte que ça devient très difficile, car on me disait toujours vous allez vous habituer, il va changer, mais il ne change pas. Merci beaucoup. Parfois, excusez-moi de commencer par une parenthèse. Maman Régine,
je vous en supplie, après l'émission, veuillez me rappeler que je puisse en prendre note. Je souhaiterais que prochainement, on fasse une autre parenthèse, toujours dans le cadre du mois, même si ça sera peut-être au-delà du mois de mai, mais je trouve que c'est important. On va revenir sur un sujet sur lequel on a déjà échangé ici, sur fiançailles comme préparation du mariage, et pour aider nos chères mamans à comprendre certaines choses. Revenons-en maintenant à la question. Que dire d'un mari qui se montre arrogant, méchant, brutal envers soi, de façon permanente? Comme nous le disions tantôt, ça peut être du fait que lui-même a subi des blessures intérieures. Il ne comprend pas que on ne peut pas traiter son semblable comme on traite un objet. Non. Une personne humaine, de principe, une personne humaine, quel que soit son sexe, même celle que je ne connais pas, le bon sens me dit que non, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire à une personne humaine. A fortiori, maintenant, à plus forte raison, à celle qui partage ma couche, excusez-moi de le dire, peut-être c'est peu brutal, mais je le dis quand même, grâce à laquelle on m'appelle le père de tel, je suis père, c'est de la fierté, mais je suis pas devenu père avec un morceau de bois, c'est avec un être humain. Alors, si je ne suis pas capable de respecter celle qui m'a rendu père, moi, je pense que j'ai des problèmes assez sérieux avec mon psychisme. Ça, c'est un 2. Malheureusement, on bat le fait quand sur le début, la femme devrait être suffisamment forte, avoir assez de moyens, en cela appuyée par la famille et par les structures macro-sociales, de dire non, je ne veux pas être maltraité de la sorte. Donc, dès le début, dès que monsieur commence à brutaliser, le début de la cohabitation, je veux dire, montrez-vous aussi d'un tempérament, prenez vos responsabilités. N'attendez pas que il s'habitue à cela, vous traitez comme un chiffon, excusez-moi, pour vous réveiller après 5, 10, 15 ans. Je pense que dès le début, il faut déjà chercher le moyen de résoudre les problèmes, même de façon, je veux dire, légale. Vous avez des droits, femmes, vous avez des droits protégés par la loi, et personne ne peut vous soustraire à ces droits-là. Vous avez le devoir de réclamer vos droits. C'est un peu ça. Appelez-nous 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364 et au 09 98 23 97 23. Vous nous écrivez au 081 99 66 098. Bonjour Papa André, bonjour à toute l'équipe de l'émission. Merci pour ces sujets qui du moins est très délicat. Les hommes d'aujourd'hui pensent que être autoritaire, c'est frapper la femme, lui lancer des injures, mais moi je pense que c'est au-delà de tout ça. Parce que en faisant cela, vous n'éduquez pas également votre femme, vous la poussez à être aussi violente. Je ne généralise pas, c'est une situation que j'ai vécue pendant longtemps et finalement je me suis levée pour dire non à cela. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. C'était difficile au départ, mais je peux vous dire que ça a beaucoup changé. La femme doit s'élever, ne pas céder au comportement de l'homme pour changer sa nature humaine qui est douce et serviable. Merci à vous depuis l'UPN. Nous sommes à Kinshasa. Merci beaucoup, notre chère maman, pour cette contribution que je salue franchement. Mais il y a deux choses que je voudrais souligner. Vous semblez dire, l'homme pense s'affirmer en se montrant autoritaire vis-à-vis de sa femme. C'est malheureux s'il doit en être ainsi. C'est une dérive. On peut avoir de l'autorité, et c'est très bien, sans être autoritaire. L'autorité, c'est le responsable qui permet à celui dont on est responsable de s'épanouir, de donner le meilleur de lui-même pour son propre bien et pour le bien de l'environnement. C'est ça l'autorité. Mais si ça devient un autoritarisme, alors là, on est en dehors de la plaque.
Là, on devient tyran, ce n'est pas bon. On reconnaît la valeur de l'autre. Ça, c'est 2. Vous semblez dire, l'homme devrait éduquer. On n'éduque pas sa femme. Moi, je me demande, ça serait bien de faire de recherches, de lire, de réfléchir en fait. Est-ce que dans un couple, on peut avoir un éducateur et un éduqué, une éducatrice et une éduquée? Je ne sais pas. La femme comme épouse, elle est collaboratrice. Elle est complémentaire à l'homme. Si l'homme peut éduquer sa femme, acceptez que la femme puisse aussi éduquer son homme. Donc, le rapport au sein du couple ne devrait pas être celui d'un éduqué avec son éducateur. Mettez-vous, le cas de figure serait un enseignant avec son élève. Non, ce n'est pas comme ça. La femme est collaboratrice. Il a beaucoup de choses à donner, à contribuer pour le bien du couple. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan affectif, sur le plan intellectuel, économique, financier, la femme doit travailler à mettre tout son potentiel en valeur pour que la famille aille de l'avant. Il ne faut pas que ce soit comme, mettez-moi une voiture dont 2 roues ne fonctionnent pas bien. Une voiture à 4 roues. Et chacune de ces roues est également valeureuse, a de la valeur, autant que toutes les 3 autres. Oui. Donc, c'est ça. Un couple, la famille, il y a 2 roues. La femme, une roue, l'homme, une roue. Et les 2 roues doivent bien fonctionner. Chacun à plein régime. Voilà. C'est un peu. Je ne suis pas en train de militer pour un égalitarisme. Non, oui. Nous sommes différents, oui. Chacun avec sa nature, c'est tout à fait non. Mais il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Il y a des collaborateurs, oui. Il y a celui qui est la référence pour signer, enfin décider, mais en consultant, en écoutant. C'est voilà. Ça. C'est un peu ça. Bonjour Papa André. Très bonne idée pour l'émission qui prépare les jeunes au mariage, car c'est important. Lorsque les fiancés entendent les plaintes dans des couples, par moments, ça décourage. Nous attendrons donc cette émission. Merci, c'est Olivier. Merci beaucoup, mon frère Olivier. Bonne journée, que Dieu vous donne sa paix. Bonjour Papa André, bonjour Maman Régine. Grand merci à notre psychologue maison pour cette émission si édifiante en ce mois de la femme. La question c'est de savoir qui dire aux femmes qui se comportent très mal et qui poussent leur mari à être violents. C'est vrai que nous parlons de la violence faite aux femmes, mais par moments ce sont ces femmes qui provoquent ces différentes violences. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Bénédicte. Merci beaucoup. Oui, c'est un des conseils que nous avons donné. Eh bien, il ne faut pas vous prédisposer à être exploité. Si vous avez votre mari qui est, ça peut être son tempérament, son caractère, tendanciellement colérique, et vous comportez de telle manière que vous allez mettre le doigt dans la plaie. Il peut être fautif, mais ayez un langage, une façon de vous comporter de telle manière à créer l'harmonie. On peut réclamer ses droits sans injurier quelqu'un. On peut se faire respecter sans devoir être désagréable. Vous savez non, ne provoquez pas votre mari parce que, je le dis, physiologiquement, il peut être d'une certaine agressivité. Il n'est pas fautif en cela. Peut-être question d'éducation, question du parcours de sa vie, ça peut arriver. Mais comportez-vous aussi dans la dignité. Essayez d'être artisan de la paix au sein de la famille. C'est un peu ça. Bonjour Papa André, par rapport à la question qui nous a été posée, qu'en est-il du respect de la femme en tant que mère? Peut-on respecter la femme qui ne respecte pas la vie? Celle qui n'a pas donné la vie n'a pas cet amour de protéger ou d'entretenir la vie. Bref, les femmes qui n'ont pas encore conçu, la plupart sont de mauvaise foi. Qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, merci beaucoup. Vous avez avancé beaucoup de choses ici, difficiles à vérifier. Est-ce qu'on peut respecter une femme qui ne respecte pas la vie? Bien sûr que oui. Moi, je vous dis,
en psychologue en tout cas, chez nous les psychologues, excusez-moi, je le dis avec beaucoup de modestie, chez les psychologues, il est difficile de tabler en termes de mauvaise foi. Hein? Comme on dit, excusez-moi en lingala, kosala likambo nanko. Vous avez compris? J'ai toutes mes facultés, je décide, non. Ça peut arriver, mais dans quelle mesure, en termes de pourcentage? Mais ici, on parle de psychopathologie, nous l'avons dit. Maltraiter son semblable, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, a fortiori son conjoint, répétitivement, presque au quotidien. Nous, on parle en termes de psychopathologie. Parce qu'une personne psychologiquement équilibrée a horreur de la maltraitance envers l'autre. On considère l'autre comme une valeur. On comprend que l'autre peut avoir ses faiblesses, mais cela ne peut en aucun cas justifier de la maltraitance envers lui. Non, il ne faut pas maltraiter les gens. Donc, une femme qui ne respecte pas la vie, ça peut arriver de quelle manière elle ne respecte pas la vie, je ne sais pas, mais de toute façon, le fait de ne pas respecter la vie, pour les psychologues, c'est un comportement symptomatique. Ça veut dire un comportement qui relève d'un esprit quelque peu déséquilibré. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, d'être soutenu pour comprendre les choses autrement et parvenir à respecter la vie. Dire que les femmes qui n'ont pas conçu sont souvent de mauvaise foi, moi, je n'ai jamais lu ça. Hein? Je n'ai jamais lu ça. Le mauvais comportement ne vient pas du fait qu'on n'a pas conçu, on n'a pas fait des enfants, mais le mauvais comportement vient du fait que on a une structure de personnalité qui, en quelque sorte, vous prédispose à vous comporter d'une certaine manière, normale ou pathologique. Donc, la non-parentalité n'est pas un facteur de risque de déviation ou de pathologie, non. Le risque de la pathologie vient de l'éducation qu'on a eue depuis son enfance. C'est un peu ça. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, mais qui font du bien à travers le monde, hein. Des femmes qui ont refusé de se marier au nom de leur foi religieuse sont devenues des consacrées. Et combien de filles et mères ont retrouvé le goût de vivre grâce aux religieuses, à des religieuses? Combien de foyers ont été ramenés à la paix, à la réconciliation parce que une sœur qui n'a jamais conçu, qui n'a jamais eu une religieuse donc, est passée par là, elle a parlé avec papa, elle a parlé avec maman, et les deux se sont réconciliés et la vie a repris au sein de la famille. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on n'a pas conçu, on n'a pas mis au monde, alors on est de mauvaise foi, on devient aigri. Non. L'aigreur, tout ça, la mauvaise foi, si vous le voulez, je vous le concède, ne vient pas du fait qu'on n'a pas eu d'enfant, mais ça vient du fait qu'on a eu une enfance pas suffisamment riche en affection. C'est un peu ça. Nous tendons vers la fin des questions encore. On va prendre ces messages. Bonjour Papa André, bonjour Régine, merci pour cette émission. J'aimerais savoir, Papa André, qu'en est-il des jeunes filles qui sont forcées au mariage? Est-ce que ça peut pas provoquer à la longue des problèmes psychologiques? Comment s'en sortir? Celles qui sont mariées avant l'âge peuvent s'en sortir dans cette situation? C'est Monsieur Benjamin. Merci beaucoup pour cette question qui demanderait beaucoup de développement. Le problème, c'est que dans une culture donnée, une jeune fille, jusqu'à un certain point, ne s'appartient pas. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas le dernier mot sur l'orientation de sa vie. Elle ne oserait pas lever son petit doigt et dire non papa, moi je ne veux pas me marier cette année, je ne veux pas me marier à cet âge, je voudrais d'abord finir l'université. Non, dans certaines conditions, tu dois te marier, elle obéit. Et parce que elle est sous le poids de la société, qu'est-ce que vous voulez? Elle vit inhibée. Donc elle va faire des choses parce que la société l'a obligée de le faire. Alors, certaines insatisfactions au sein du couple peuvent trouver leur explication dans le fait que on n'a pas choisi son fiancé, son conjoint. Il a été imposé par la société. On parle autour de 53-55% des femmes
qui ne sont pas satisfaits dans leur vie de couple sur le plan typiquement sexuel, passez-moi l'expression. Pourquoi? Parce que, entre autres raisons, c'est un homme qui avait été imposé par la famille. Entre autres raisons, le mari est trop brutal. Alors, toute la journée en train de crier sur la femme, et le soir, comment voulez-vous que la femme puisse avoir la paix et s'unir à son mari de façon, on va dire, satisfaisante? Non, parce qu'elle a été traumatisée toute la journée et la nuit. L'union ressemble plutôt à un viol. Voilà, excusez-moi, mais c'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Merci, Papa André. C'est la fin pour aujourd'hui. Un dernier mot à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Maman Régine. Alors, comment il faut comprendre le mois de mars consacré à la femme? Le mois de mars n'est pas consacré à la célébration de la beauté de la femme. Ce n'est pas une sorte de la Saint-Valentin. C'est pour réfléchir sur le véritable rôle de la femme pour le bien de la famille et de la société. C'est pour que les uns et les autres, hommes et femmes, puissent prendre davantage conscience de l'importance de la femme pour le progrès de la société. Comprendre qu'une société qui méprise la femme est une société qui a très peu de chances d'avancer sur le plan du développement économique et humain. Car la femme est épouse, c'est-à-dire la femme est fondamentalement épouse, c'est-à-dire complément et collaboratrice de l'homme. Elle est aussi fondamentalement mère, génératrice et gardienne de la vie, première indispensable éducatrice de l'humanité. Éduquer et respecter la femme, c'est éduquer toute l'humanité. Je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui voudraient appeler pour continuer la causerie, on peut appeler au 085 044 22 39 ou bien le 082 20 029 18. Merci, à très bientôt. On va parler cette fois-là des fiançailles, en préparation à un mariage réussi. Merci. Merci beaucoup, Papa André. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous avons parlé des violences faites aux femmes dans cette émission. Voici mon problème. Le programme va continuer avec la catéchèse. Restez-nous fidèles.